Et merci Olivier, merci Louis, et donc pour votre invitation aussi ce soir. Effectivement, j'ai plaisir à prolonger les échanges qu'on avait pu avoir lors du congrès d'Espace. Alors, c'est vrai que voilà, donc j'avais prévu de parler plus ce soir de ce livre-là qui est sorti chez InPress cette année, enfin l'année dernière du coup, puisque nous sommes maintenant en 2025. Et donc, qui reprenait une thèse que j'ai soutenue à l'Université Rennes 2 en 2020 autour des dispositifs numériques. Et donc, je voulais reprendre un petit peu la genèse de ce projet, vous parler un peu de ce travail et de ses résultats, et puis bon, aujourd'hui peut-être de ses prolongements dans une discussion voilà, avec vous. Euh, donc, en fait, moi, j'avais fait un stage au Courtil, donc une institution en Belgique qui travaille de façon orientée par la psychanalyse. Euh, dans ce stage-là, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y avait une liberté d'accès, disons, enfin régulée bien sûr, mais en tout cas, on ne reculait pas sur l'accueil qu'on pouvait faire des objets numériques des jeunes, ou en tout cas de leurs intérêts par rapport aux pratiques vidéoludiques, des jeunes qui aimaient se connecter sur des ordinateurs, qui avaient un intérêt pour jouer sur des consoles de jeux, l'institution en disposait, etc. Et à l'époque, parce que je vous parle de ça, c'était donc il y a 10 ans, c'était pas si répandu, hein. En tout cas, moi, dans les institutions que j'avais connues jusqu'alors, c'était pas quelque chose que j'avais observé fréquemment. Bon. Par contre, c'est vrai que j'avais noté aussi que ces activités-là, elles étaient, disons, peu encadrées, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'atelier comme tel jeu vidéo, même si maintenant au Courtil, il y en a beaucoup. Enfin, je sais qu'il y en a. Euh, et ces activités-là, des jeunes, elles étaient aussi peu discutées en réunion clinique. C'était un matériel qu'on abordait pas forcément. Et ça, c'est un constat que j'ai fait dans les institutions où j'ai pu travailler. Et donc, j'ai fait une thèse avec 5 terrains cliniques en IME, en hôpital de jour, dans des consultations libérales aussi durant 3 ans, avec cette question-là, finalement, de qu'est-ce que font les jeunes sur leurs ordinateurs, parce que c'était essentiellement des institutions où on accueillait des enfants et des adolescents, et est-ce que ça peut être un matériel clinique intéressant, voilà, pour discuter, qu'est-ce qui s'y passe, etc. Euh, bon, c'était pas une question non plus complètement naïve, c'est-à-dire que, par exemple, au Courtil, je me souviens d'un jeune qui était tout à fait désorienté, hein, qui n'avait pas vraiment de repères dans l'espace ou dans le temps, hein, qui pouvait dire, enfin voilà, enfin, il ne pouvait pas dire quel jour on était ou même quelle année. On sortait de table et il s'agissait pour lui déjà de dîner ou de proposer d'aller se coucher, enfin voilà, à une heure où normalement on fait plutôt autre chose, enfin, etc., etc. Donc il y avait toute une logique d'essayer de canaliser ça, d'encadrer ça, ou en tout cas de lui proposer d'articuler ça à l'institution, hein. Il y avait des choses prévues. Mais ce jeune-là se trouvait que tous les jours, pour le coup à la même heure, il demandait de se connecter sur un site de jeu, un peu un truc, enfin, bon, un peu, enfin, c'est un peu un site machine à sous, quoi, où tous les 24 heures, vous avez des points qui sont régénérés et vous pouvez jouer, quoi. Et donc, il y avait ça pour lui, enfin, c'était un rendez-vous, quoi, hein. Il se tenait à ça, ça comptait pour lui, et ça, enfin, en tout cas, il se repérait visiblement, il savait dire quand est-ce qu'il avait le droit de jouer, quoi. Donc ça faisait un peu surprise, hein, disons, dans la clinique, c'est-à-dire que ce jeune qui est désorienté, il tient tellement à cet espace numérique qu'il arrive à se connecter tous les jours. Et donc, c'est voilà, sur cette idée que finalement, ces dispositifs-là, si il y a un investissement,
important, c'est que ça compte. Voilà. Et donc, c'est en partant de ça que j'ai été rencontrer des institutions et leur proposer voilà, d'intervenir en créant des dispositifs ou en intégrant des dispositifs existants euh, durant cette thèse. Bon, le bouquin, il reprend un peu la structure de la thèse, même s'il est assez allégé, disons, tant mieux. Euh, mais finalement, la première partie, c'était de montrer que dans la théorie psychanalytique en elle-même, il y a une place qui est faite à la machine, disons. Freud, par exemple, pour illustrer ou pour essayer de donner à voir son modèle de l'inconscient, il parle de machine optique, il parle de lentilles optiques, ce qui va être repris notamment donc, par Lacan avec le schéma optique, hein, ce qui va déplier pendant près de 20 ans dans son séminaire, ce schéma optique qu'il appelait son schéma bulldozer pour dire finalement comment est-ce que le sujet est le résultat d'une accommodation à la réalité. C'est une façon de traduire le sujet représenté par un signifiant pour un autre. Donc, c'est-à-dire la réalité est une construction et cette construction passe nécessairement par un appareil. Et donc Freud avait cette image des appareils d'optique. La machine, elle est présente aussi évidemment dans la clinique des psychoses, si on pense à Tosque, etc. Et ça, c'est déjà un peu autour de la seconde partie de la thèse, qui était finalement autour l'histoire du fou et de la machine. Bon, il y aura une thèse à faire rien que là-dessus, parce que c'est un sujet moi, qui m'intéresse toujours, et je trouve il y a quand même, enfin, bon, il y a des choses, mais ce serait quelque chose à explorer, surtout aujourd'hui, hein, face à ce qu'on connaît. Autour des transhumanistes, mais voilà, qui sont plus tellement une secte un petit peu extérieure à la politique américaine, mais qui sont désormais maintenant tout à fait bien implantés à la Maison-Blanche. Et donc voilà, l'intérêt moderne, contemporain pour la machine, voilà, ce serait aussi une façon de l'interroger. Donc, parce que donc je dis le fou et la machine parce que historiquement, dans la psychiatrie classique, dans la collection par exemple d'art brut de la collection Prinzhorn, qui est Hans Prinzhorn, donc un premier psychiatre qui a commencé à collecter les œuvres de ses patients, enfin qui en a fait des œuvres pour le coup, on aperçoit des machines, on aperçoit des dessins d'appareils, de machines, de robots, et il y a tout un tas une série comme ça d'artistes bruts, appelons-les comme ça, qui représentent ou fabriquent des machines. Euh, et finalement, la machine vient soutenir le délire. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve aussi chez Victor Tosque, donc un psychanalyste contemporain de Freud qui avait écrit La machine a influencé des schizophrènes en parlant du cas de Natalia. Donc voilà, la machine est présente régulièrement dans des délires psychotiques. Et si on suit un peu l'orientation freudienne, eh bien, on fait ce pari ou on prend cette option que le délire est une tentative de guérison. Donc, il y a une dimension sans doute thérapeutique de la machine, notamment pour certains sujets psychotiques qui peuvent s'étayer de cette machine. Et donc, en partant de cette idée-là, finalement, l'idée était donc d'interroger ce qui pouvait en être dans la clinique contemporaine, dans les hôpitaux de jour, dans les IME, dans les différents centres de soins où on accueille des jeunes en situation de souffrance psychique, finalement, s'il y a un appui pris sur la machine, voilà, quel est-il, quelle est sa nature, et comment est-ce qu'on peut accompagner ça en faisant l'hypothèse que ça peut être un début de solution. Bon, je vais très vite là-dessus, mais cette idée, donc en institution, elle a mené à proposer, voilà, par exemple, des ateliers multimédia. Donc là, je peux vous en parler d'un en particulier qui m'a un peu marqué. Et puis le début est un peu rigolo parce que à l'origine, c'était l'institution qui demandait
enfin, qui était OK pour accueillir voilà, même mes questions de recherche. Mais bon, ils n'avaient pas le matériel, donc il fallait trouver quelque chose. Donc on a trouvé une MJC. Et puis ils étaient OK, mais à condition que ce soit pour que les jeunes se socialisent entre eux, parce que c'est des jeunes qui souffraient de désocialisation. Ils étaient parlés comme ça par l'institution. Et l'institution, direction médicale notamment, avait repéré que ces jeunes-là qui étaient isolés jouaient au même jeu qui s'appelle Minecraft et se disaient donc que les faire jouer à Minecraft, comme ils jouaient tous tout seuls à Minecraft, les faire jouer ensemble à Minecraft, ce serait une manière de les faire se resociabiliser. Et donc, bon, on a dit on verra, hein. Et puis le premier jour, effectivement, un jeune qui était donc dans une situation de repli euh, forte depuis plusieurs années, qui sortait, enfin voilà, c'est toujours progressif, hein, ce qu'on appelle les phobies scolaires, etc., hein. Enfin, quand ça atteint ces degrés-là, donc d'abord il sortait plus de chez lui, puis plus de sa chambre, etc. Et il jouait effectivement beaucoup dans sa chambre seul. Et donc là, le premier atelier, donc il y a un certain nombre de jeunes qui sont d'accord pour participer. Bon, moi, je connais rien à rien, donc ils m'expliquent un peu comment ça marche. On branche les machines, et puis ils installent, enfin, ils trouvent le jeu, voilà. Et donc lui se propose de créer, d'héberger tout le monde parce qu'il avait un serveur, enfin voilà. Et très vite, en fait, une fois que chacun est connecté, il va modifier le code de la partie pour mettre donc l'endroit dans la carte du jeu où les personnages réapparaissent dans la lave. Ce qui a donc pour effet qu'on ne peut plus jouer, à chaque fois qu'on meurt, eh ben, voilà, le personnage réapparaît dans la lave et donc remeurt aussitôt, etc. Et donc, voilà, la conclusion est celle-ci, que c'est pas parce que on met des jeunes devant un ordinateur qu'ils arrêtent d'avoir des troubles, qu'ils arrêtent d'avoir des difficultés. Et donc, quand on a des difficultés à faire lien social, à faire lien avec d'autres, eh bien, ça ne s'arrange pas forcément devant un ordinateur. Euh, voilà. Mais cela dit, ça nous a permis de faire un point de départ de conversation avec ce jeune-là, puisqu'après, il était tout à fait heureux, ravi de nous raconter comment il avait fait ça, de nous montrer le code, de nous montrer comment il fallait faire, et de nous montrer aussi comment on pouvait défaire ce qu'il avait fait, ce qu'il a accepté de faire. Et donc, chacun a pu voilà, retrouver une place dans le jeu. Mais à ce moment-là, une fois que tout le monde était revenu, ben lui, évidemment, il est parti et il a fait autre chose sur l'ordinateur. Et donc l'atelier s'est transformé finalement avec une consigne unique disant, voilà, chacun fait ce qui lui plaît sur l'ordinateur, à condition que ça ne gêne pas trop les autres et qu'on reste dans des pratiques que l'on puisse, d'un point de vue légal aussi, assumer et supporter. Donc cet atelier, il a duré plusieurs années. Il y a eu plusieurs jeunes qui y ont participé. Et à chaque fois, ce qui s'est joué, c'est l'idée, voilà, de- d'accompagner ces jeunes-là depuis ce qui faisait leurs intérêts, en se disant que c'était pas pour rien s'ils avaient ces pratiques-là sur ces dispositifs numériques. Je donne un exemple régulièrement, c'est un jeune qui, donc je le rencontrais dans un autre cadre, lui, dans une je le rencontrais en libéral, mais il est arrivé, donc ses parents disaient qu'il était addict aux jeux vidéo, bon, et donc il me parle d'un jeu et il tient à me montrer la bande-annonce du jeu sur YouTube, et donc bah, voilà, il me montre ça, bon, j'accepte parce qu'il essaie de m'expliquer comment ça marche, mais il a du mal, donc il me dit ce serait plus simple, voilà. Donc il me montre, et puis moi je vois du sang partout, c'est un jeu on est à la première personne et on tire sur des gens, et donc je suis assez horrifié, et je lui dis, bah, dis donc, à la fin de la vidéo, je lui dis, bah, c'est gore, et il me dit, mais non, pas du tout, c'est des échecs.
Et c'est vrai que sur le moment, j'ai eu du mal à voir les échecs, mais lui m'a appris en fait comment ce jeu-là exigeait une stratégie, une organisation en équipe, d'organiser ça à plusieurs et que c'était vraiment un jeu de stratégie, qu'on faisait pas n'importe quoi et que là où moi je voyais beaucoup de sang et du gore, ce qu'il y avait effectivement à l'écran, lui, son intérêt, c'était plutôt le jeu d'échecs que- qu'il y avait derrière cette image, moi, qui m'accaparait, quoi. Donc voilà, cette idée, je reviens à l'atelier, cette idée que finalement, en laissant les jeunes venir avec leurs objets, au sens large, c'est-à-dire avec leurs supports, avec leurs intérêts, avec leurs plateformes, avec leurs jeux à eux, eh bien déjà, on avait des éléments cliniques qui pouvaient être intéressants et peut-être en tout cas un bon point de départ pour participer avec eux à quelque chose qu'ils avaient commencé d'inventer. Euh, je prends un exemple dans cet atelier, une rencontre qui a pu y avoir au sein de cet atelier. C'était donc une jeune fille donc, qui jouait sur Minecraft et qui passait son temps non pas à jouer à Minecraft, mais à rester sur le générateur d'avatar. Donc dans Minecraft, on peut personnaliser son avatar, c'est-à-dire la personne qui nous représente à l'écran. On peut changer voilà, la tenue, les cheveux, la peau, etc. Et cet avatar dans Minecraft s'appelle le skin. Et donc, elle disait, voilà, je personnalise mon skin. Et donc, elle avait tout un truc assez compliqué, hein, quand on n'y connaît rien comme moi, pour aller télécharger sur un site internet des packages de skins, des accessoires, des machins qu'elle installait. Elle était ravie de nous montrer comment elle faisait. Et elle était aussi très intéressée de nous dire voilà, comment ça ne cessait pas d'être insatisfaisant. Hein, c'était pas sur le mode de l'insatisfaction, mais enfin, ça ne cessait pas de ne pas convenir. Hein. Il fallait prolonger, continuer, etc. Avec des mots-clés à elle. Hein. Elle rentrait ces mots-clés sur le site et elle trouvait des éléments voilà, qui lui appartenaient, qui appartenaient à son style. Et c'est une jeune, par ailleurs, dans les réunions, parce que c'est un atelier aussi, voilà, on l'a mis en place, mais aussi à la condition qu'on puisse échanger régulièrement avec les soignants de l'unité, qu'on puisse participer aux réunions cliniques, enfin, et qu'on ait des temps de reprise aussi. Hein. Donc ça a été, c'est-à-dire que c'est pas un atelier pour un atelier, c'est un atelier pour en faire un dispositif clinique, et donc ça nécessite aussi des espaces de parole pour les professionnels, pour une permanence et une régularité dans les gens qui accompagnent, un engagement des jeunes qui veulent y participer et des retours avec les partenaires des jeunes, donc les infirmiers, etc. Et donc, durant ces moments d'échange, ben, voilà, on a échangé autour de ces pratiques-là et ça a beaucoup intéressé l'équipe parce que c'était une jeune qui, initialement, au début de son hospitalisation, pouvait se plaindre d'un certain nombre de phénomènes qui lui apparaissaient dans le miroir. Des phénomènes du côté de la dysmorphophobie, si on veut les appeler comme ça, mais en tout cas, voilà, elle voyait dans le miroir des choses qui lui étaient propres. Et donc le fait que sur Minecraft, elle personnalise comme ça sans cesse son skin, rejoignait des phénomènes cliniques qui avaient pu être constatés par l'équipe. Et donc voilà, là on avait quand même un élément pour dire ce qui se joue sur l'écran. Certes, il y a la dimension, comme le relevait Sherry Turkle, l'anthropologue du numérique, de tests projectifs. Hein. Elle disait ça, les ordinateurs sont des tests projectifs, c'est-à-dire que il y a de fortes chances que votre bureau d'ordinateur soit à peu près aussi bien ou aussi mal rangé que votre bureau physique. Hein. Que votre courrier email soit aussi bien trié que votre courrier papier, aussi bien ou aussi mal. C'est une dimension de voilà, test projectif, mais d'accord, mais en plus, il peut y avoir aussi dimension de solution, de trouvailles à travers ces trucs-là. Parce que cette jeune, avant d'en passer par ce jeu sur Minecraft avec son avatar, elle avait évoqué éventuellement la chirurgie esthétique pour régler définitivement dans sa chair propre les bizarreries qu'elle percevait dans son miroir. Euh, Il y a eu tout un travail de l'équipe aussi pour accompagner ce truc-là de se faire un style, hein,
de se faire un corps aussi à elle, c'est-à-dire en achetant des fringues, en allant voilà, soins esthétiques, etc. Il y a eu tout un travail sur le corps aussi qui a été fait dans l'institution. Mais ce travail-là, voilà, il se faisait aussi, enfin, l'idée est venue presque par ce qui a été aperçu de ces activités vidéoludiques. Voilà. Euh, donc voilà, l'atelier, il y a eu comme ça, pour un certain nombre de jeunes, des choses qui ont pu être travaillées à partir de leurs activités pour aller vers finalement les problématiques qui faisaient qu'ils avaient leur place à l'hôpital, en tout cas au moment où ils y étaient accueillis. Donc après, il s'agissait dans ce travail de thèse de différencier un peu les niveaux de solution, hein. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui sont faites avec le numérique, tout n'est pas tout n'est pas à mettre au même niveau. C'est-à-dire que le dispositif a aussi une place différente pour chaque sujet. Euh, et donc, il s'agit aussi de pouvoir évaluer ça, puisque quand on parle de solution, hein, c'est toujours une solution symptomatique dans la clinique analytique. Et donc, c'est toujours solution, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que ça peut aussi faire problème. Bon, ça, dans les institutions, quand j'interviens en institution, c'est très prégnant, hein. Des éducateurs, des infirmiers qui se plaignent beaucoup de la place que peut prendre ces dispositifs-là, mais aussi parce que on ne sait pas tellement s'en dépatouiller, on ne sait pas tellement ce que les jeunes font dessus. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça prend de la place et que la question première de l'institution, c'est de réguler ça. Et bon, une façon de réguler ça, c'est d'accueillir. C'est d'accueillir ça pour en faire quelque chose. Euh, je pense à un jeune que j'ai accompagné à l'hôpital. Bon, lui, c'est un peu similaire aux jeunes dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au niveau des repères temporels, on n'était pas tout à fait, on n'y était pas tout à fait. Il m'avait dit par exemple un jour que les aiguilles tournaient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc voilà. C'est-à-dire que le temps qui passe, pour lui, c'est quelque chose de tout à fait particulier, enfin, énigmatique, ou enfin, ça ne fait pas sens, c'est hors sens. Voilà. Et les infirmiers, pour réguler son activité sur l'ordi, lui disaient, t'as 15 minutes. Mais alors, quand on pense, enfin, quand on a ce vécu que les aiguilles avancent dans le sens anti-horaire et qu'on nous dit t'as 15 minutes sur l'ordi, c'est compliqué de se réguler avec ça. Et un jour, enfin, à un moment comme ça, je vais le voir parce qu'on avait rendez-vous, on devait se voir et il n'est pas là. Alors bon, je vais le trouver, il est devant l'ordinateur. Et donc, je lui dis, bah, tu peux venir parce qu'on a rendez-vous. Et il me dit, bah, ok, mais à la fin de ma vidéo. Donc je dis bon, ok, il a trouvé un truc pour s'arrêter, c'est-à-dire il faut que la vidéo termine. Mais en fait, il balade un peu le curseur sur l'écran et puis bah, je vois que la vidéo, elle dure 3h30, quoi. C'est un live streaming, je sais pas quoi, enregistré. Donc bon, il est au début et voilà. Et puis moi, j'avais pas 3h30 devant moi. Et puis bon, je pense pas qu'il aurait pu passer 3h30 devant l'ordi non plus. Donc bref. Donc j'essaie de lui expliquer. Bah, c'est trop long. Là, on va pas pouvoir se voir parce que la vidéo, elle est trop longue. Et il me dit, ah bah d'accord, bah t'inquiète pas, j'avance. Et donc, il met le curseur au milieu de sa vidéo. Alors, je lui dis, ah bah, c'est pas mal, il reste plus qu'1h30, mais enfin, ça, je le pense, je ne lui dis pas, parce qu'1h30, à nouveau, c'est pas quelque chose qui peut faire sens pour lui, mais je lui dis, bah ouais, mais là, c'est encore trop long, quoi. Et puis, comme ça, de proche en proche, il a avancé le curseur jusqu'à arriver à la fin de la vidéo. Donc, ça, c'est intéressant, parce que, et après avoir fini la vidéo, il est venu avec moi, et puis on a fait notre rendez-vous, voilà. Mais il n'a pas lâché, enfin, c'est sur son idée, quoi. Je peux venir une fois que j'ai terminé ma vidéo. Mais terminer sa vidéo, c'était pas forcément visionner l'intégralité de la vidéo. C'était juste que le curseur arrive au bout, quoi. Donc, finalement, ce qui était voilà, vécu sur un mode presque persécutif par l'institution, il passe trop de temps, il n'arrive pas à s'arrêter, parce que c'est vrai qu'il y a eu des passages à l'acte dans des moments comme ça où, voilà, impossible de l'arrêter. Mais en fait, regarder des vidéos, pour lui, enfin, on peut faire cette hypothèse-là, que ça donne un peu consistance au temps.
et que savoir quand est-ce qu'on arrive à la fin de la vidéo, ben, c'est pas mal. Enfin, c'est déjà qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc, effectivement, ça a été un peu un. Bon, en institution, c'est voilà, quand on bosse avec les équipes comme ça, on n'essaie jamais de donner des, des, des conduites à tenir ou des conduites à suivre. On essaie plutôt de travailler des orientations de travail. Mais là, en l'occurrence, ça a été un peu un tips, quoi, avec lui, c'est-à-dire de dire, bah, si vous voulez qu'il arrête sa vidéo, demandez-lui de bouger le curseur, quoi, il accepte. Hein. Et effectivement, ça, c'était possible. Euh, et donc, voilà. Et ce jeune-là aussi, une fois, donc il s'énervait parce qu'il jouait à un jeu où quand on perd les parties, on perd des points. Donc c'est un jeu à enjeu. C'est pas un jeu juste du pur ludus, comme disait Roger Caillois, mais il y a un peu de compétition, d'agone. Et donc, il s'énervait parce qu'il n'arrêtait pas de perdre. Et je lui dis, mais arrête! Enfin, si ça t'énerve trop, arrête! Et il avait relevé les yeux pour une des rares fois de cette vignette, enfin de ce moment-là, de son téléphone. Il m'avait regardé, il m'avait dit, mais je sais pas comment l'arrêter. Et bon, ça, je trouve ça fort aussi parce que, effectivement, avec ce jeune-là qui était dans un travail sans cesse d'essayer de mesurer les choses, de donner un peu de consistance à ce qui pouvait se passer autour de lui. Il avait des pratiques aussi corporelles où il s'agissait de se contenir, voire de se mutiler, enfin de se coincer un peu des morceaux de corps, quoi. Euh, un jeune qu'on peut dire éclaté dans les moments de crise, etc. Bon, bah voilà, le fait qu'il puisse dire, qu'il puisse adresser, mais je sais pas comment ça s'arrête, bah, évidemment, moi je lui réponds, bah, si tu veux, je peux t'aider, hein, et puis je quitte le jeu, enfin voilà. Euh, bah, c'était quand même un progrès thérapeutique, en tout cas une trouvaille avec lui, d'avoir cette idée qu'il ne sait pas comment l'arrêter, et donc on peut l'accompagner comme ça pour l'aider à s'arrêter. Euh, mais pour ce jeune-là, et c'est la troisième vignette, enfin troisième séquence avec lui dont je voulais parler, pour ce jeune-là, les dispositifs vidéoludiques, les dispositifs numériques en eux-mêmes étaient déjà une articulation pour essayer de trouver une limite. Puisque c'est un jeune qui se promenait avec sa Nintendo DS au niveau des yeux. Donc quand il se promenait dans l'institution, il marchait, mais il marchait pas la tête baissée sur sa console, mais il marchait carrément la Nintendo devant ses yeux, levés. Et ça, bon, c'était assez atypique, mais ça faisait vraiment filtre, quoi. Hein. C'est-à-dire que bon, ça coupait les regards des autres, mais ça lui permettait de naviguer presque dans l'institution et dans l'environnement où il évoluait, quoi. C'est-à-dire que les dispositifs en eux-mêmes mettaient une première limite, mettaient un premier filtre. Et par contre, évidemment, il y avait un accompagnement nécessaire pour essayer d'élaborer avec lui des façons de s'arrêter, hein, qui était quand même sa question, puisqu'il avait quand même demandé si on pouvait construire une chambre d'isolement chez lui pour les moments où ça allait pas. Donc c'est un jeune qui était voilà, en train de chercher des solutions pour pouvoir s'arrêter. Voilà, donc dans le bouquin, quoi, dans la thèse, voilà, j'ai essayé de faire une série comme ça d'abord de cas, enfin de construction clinique, pour ensuite essayer d'examiner les différents niveaux où pouvaient intervenir les dispositifs numériques. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, la place depuis laquelle on peut accompagner ces usages-là. Et c'était une discussion qu'on avait d'ailleurs au dernier congrès d'Espace Analytique, c'est-à-dire voilà, dans la série des machines, où situer le clinicien. Euh, Lacan a quelque chose d'assez précis là-dessus. Quand bon, il se moquait régulièrement du clinicien, Lacan, il faisait raisonner clinicien et en disant que c'était voilà, il pianotait sur le clavier, le clinicien, il appuyait sur les touches. Euh, et c'est dans le discours de clôture, euh, je crois que c'est les journées de Strasbourg, je pense, en 67. Bon, c'est à vérifier ça.
Donc il oppose le clinicien qui pianote sur le clavier à l'analyste, dit-il, qui doit incarner la touche manquante du clavier. En tout cas, il doit faire s'incarner dans le clavier une touche manquante, hein, une touche de l'alternative. Là où le clinicien tape sur des touches pour voilà, reconnaître un tableau clinique, par exemple, l'analyste doit prendre conscience, disons, qu'il est dans le clavier et que, en étant dans ce clavier, il peut faire une place au sujet en faisant en sorte qu'il y ait une touche qui manque. Il dit, c'est la touche de l'alternative. La touche de l'alternative à la solution symptomatique du sujet et qui fait souffrance jusqu'au point d'aller s'adresser à un psy. Donc ça, je trouve ça assez précieux parce que, voilà, dans les dispositifs de médiation, numérique ou pas, mais il faut bien voir qu'on est dans le clavier. Quand le jeune dont je vous ai parlé regarde sa vidéo de 3h30, ben, je suis dans le clavier avec lui, quoi, hein. Et c'est pour ça que je peux lui proposer d'avancer son curseur. Donc, dans la série des machines, euh, il s'agit de faire des trous. Il s'agit de faire des trous pour qu'il y ait autre chose qui puisse se brancher. Parce que la machine ne peut pas être un partenaire. Euh, la machine ne peut pas être un partenaire au sens de ce qu'on appelle le partenariat transférentiel. La machine ne peut pas être un partenaire. La machine, elle se situe, bon, c'est une hypothèse à discuter, dans le circuit de la pulsion. C'est un pseudopode de la pulsion, elle en prolonge le circuit. Lacan, dans le séminaire des quatre concepts, a une image assez poétique du circuit de la pulsion, où il dit que c'est un collage surréaliste. Et donc il parle de une plume de pan branchée sur la prise de gaz, etc. Bon, bah, la machine, c'est ça, c'est entre la plume de pan et la prise du gaz, quoi. C'est dans le circuit de la pulsion. Bon, le fait qu'une machine se soit pulsionnelle, je pense que si on a déjà vu des joueurs un peu engagés disputer une partie de jeux vidéo, on voit bien que c'est pulsionnel, hein. Les champions de e-sport, ils ont des séances de kiné. C'est des vrais sportifs parce que le corps est engagé. Bon, des fois, on casse les manettes, voire les écrans. Ça veut bien dire qu'il y a quand même quelque chose qui se joue du côté du corps dans ces dispositifs-là. On dit que dans le virtuel, il n'y a pas de corps. Ça me paraît un peu plus compliqué que ça. Mais donc la machine est dans le circuit pulsionnel, là où ce qu'on vise en tant que clinicien, c'est autre chose. Ce serait de pouvoir faire exister voilà, cette touche manquante, ce trou, ce pas de côté possible. La machine, je, je crois, c'est à discuter à nouveau, ne permet pas ça. Ce qui peut permettre ça, c'est le partenariat, c'est-à-dire quelque chose du transfert, mais qui est incarné. Parce qu'il faut cette incarnation pour que la touche manque, pour que la touche dans le clavier manque et que le sujet puisse se saisir de ça. Bon, j'ai résumé en 35 minutes à peu près tout mon bouquin.